Alors, bonjour, bienvenue à tous à ce webinaire. Je vais simplement rappeler, en fait, les objectifs de ce webinaire. On veut, au départ, très rapidement, décrire les défis de l'intégration sécuritaire des nouveaux travailleurs. Et surtout, c'est peut-être le cœur de la présentation, vous présenter un outil d'autodiagnostic qui a été adapté pour le secteur de la transformation du bois, qui permet aux entreprises, donc, de faire le point un peu sur leur dispositif d'accueil et d'intégration des nouveaux travailleurs. Donc, si on s'intéresse depuis plusieurs années en santé et sécurité à l'intégration des nouveaux travailleurs, c'est pas pour rien. C'est qu'on sait depuis très longtemps qu'un nouveau travailleur a de 5 à 7 fois plus de chances d'être victime d'un accident de travail dans les 4 premières semaines d'un nouvel emploi. Et ça, peu importe l'âge, qu'on parle de très jeunes travailleurs dans la vingtaine ou de travailleurs plus expérimentés, c'est une période charnière très à risque pour les travailleurs, cette entrée en poste. On sait aussi, depuis plusieurs années toujours, que lorsqu'on rentre dans un nouvel emploi, ça arrive souvent que ces travailleurs-là ont des statuts, en fait, un peu plus précaires, ou sont sur des listes de rappel, ou doivent aller faire des remplacements sur différents postes de travail. Donc, cette mobilité d'emploi-là est aussi liée à un plus haut risque d'accident de travail. Donc, c'est pour ça que, depuis quelques années, on a mené des travaux dans différents secteurs d'activité sur ces enjeux d'intégration sécuritaire au métier. Alors, quand on parle de l'intégration des nouveaux, tous vous le diront, c'est évidemment, on s'attend beaucoup plus des nouveaux qu'ils apprennent des tâches ou qu'ils puissent respecter des règles de sécurité. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, les entrevues, les rencontres qu'on a faites, les études qu'on a réalisées dans le secteur minier, en aéronautique, dans le secteur de la santé et dernièrement dans les usines de transformation de bois, on se rend compte effectivement que les gens, quand ils pensent à un processus d'intégration des nouveaux travailleurs, bien, ils veulent préparer ces nouveaux-là à opérer, donc à produire, à pouvoir prendre des décisions, même dans des emplois, des métiers qu'on a l'impression qu'ils sont très manuels. Souvent, ces nouveaux-là vont avoir à résoudre certains problèmes aussi sur les chaînes de production. Ils doivent travailler en relation avec leur équipe de travail. Et tout ça doit se faire dans un environnement qui est souvent dynamique puis présente différents types de dangers qui ne sont pas toujours connus. On s'attend aussi, bien sûr, du nouveau qui puisse réaliser son travail de façon sécuritaire tout en assurant la production. Donc, on ne veut pas qu'il ralentisse trop la production. Puis enfin, dans certains milieux ou certains métiers plus à risque, on s'attend à l'issue du processus d'intégration des nouveaux, que ce nouveau soit plus perçu comme un danger par l'équipe, mais qu'on puisse le reconnaître comme une personne capable d'adhérer à la culture de sécurité, d'y participer puis de contribuer également à son évolution. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus large que simplement penser à des formations sur les tâches à réaliser et sur les règles de sécurité à respecter. Alors, on s'est aussi rendu compte sur le terrain que ce qu'on appelle un nouveau travailleur, ça ne se limite pas seulement aux employés qui sont récemment embauchés. Mais il ne faut pas oublier, dans la réflexion qu'on a sur la mise en place de nos dispositifs d'accueil et d'intégration, aussi d'autres types de personnes qui peuvent être reconnues comme nouveaux travailleurs également. On peut penser, par exemple, aux personnes qui vont reprendre le travail après une longue absence, que ce soit un congé de maternité, une maladie, un congé sabbatique, etc. On peut aussi penser nouveaux travailleurs lorsqu'il s'agit d'un salarié qui connaît bien l'entreprise, l'usine, mais qui va se déplacer sur un nouveau poste, dans un nouvel environnement avec des nouveaux collègues de travail. Évidemment, bien, dans ce lot-là, on pense aux stagiaires qu'on reçoit, aux remplaçants et aux travailleurs saisonniers. Donc, il faut envisager le concept de nouveaux travailleurs beaucoup plus largement que simplement les employés nouvellement embauchés. Alors, on a, dans l'ensemble des études qu'on a fait, on a pu tirer, je vous dirais, 4 constats qui ont comme servi de base au développement et à la conception de cet outil d'autodiagnostic sur les conditions d'intégration sécuritaire au métier. Ces constats-là sont tirés principalement d'une étude majeure réalisée dans les mines, une autre réalisée dans l'aéronautique, puis des rencontres et des entrevues qu'on a réalisées dans le secteur de la transformation du bois et des pâtes et papiers. Donc, ces 4 constats-là sont les suivants. Ce qu'on a pu remarquer partout, ou à peu près, c'est que, contrairement à il y a plusieurs années, la formation des nouveaux travailleurs, bien, c'est une activité courante. C'est-à-dire, c'est pas 1 fois, 2 fois par année qu'on forme des nouveaux travailleurs. C'est quelque chose qui est complètement intégré dans la production. Donc, on se rend compte que dans plusieurs
département, sur plusieurs lignes de production, on va souvent se retrouver avec des nouveaux travailleurs en cours de formation. Et là, les entreprises ont besoin de s'adapter sur comment on organise la production et comment on planifie aussi l'organisation du travail dans ce contexte-là. On a pu aussi remarquer que les postes d'entrée, qu'on considère parfois très simples, bien, dans le fond, quand on fouille un peu tout ce que les nouveaux doivent apprendre sur ces postes d'entrée-là, bien souvent, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense qu'ils ont besoin d'apprendre. Et il y a beaucoup de savoir-faire de métier qui sont, entre autres, liés à des savoir-faire de prudence, qui ne sont pas facilement mis en mots par les travailleurs expérimentés, qui sont quand même au cœur de l'intégration sécuritaire au métier. Donc, un travail qui peut paraître très simple lorsqu'on le regarde de l'extérieur peut être beaucoup plus complexe qu'on y pense à maîtriser et à apprendre. On a constaté aussi, troisièmement, que une part très, très importante de la formation et du soutien à l'intégration, elle est assumée par les travailleurs qui sont directement sur les postes de travail. Plusieurs entreprises ont souvent mis en place des dispositifs, ils ont embauché des formateurs qui ont un statut comme désigné dans l'entreprise pour assurer la formation plus théorique, technique, mais sur les postes de travail, au niveau de la formation à la tâche, c'est souvent les travailleurs qui sont collègues du nouveau, qui vont prendre une part importante de cette intégration-là, de cette formation-là, et dans certains milieux, bien, ils sont plus ou moins reconnus à leur juste valeur. Et enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans plusieurs milieux, la formation au métier se fait directement dans la production. Donc, ça veut dire que les conditions qu'on met en place pour produire, si on est obligé d'avoir une cadence rapide, si on a des retards de production, ça devient les conditions d'apprentissage. Et ça peut effectivement fragiliser ou mettre en échec les nouveaux qui, eux, n'ont pas du tout la maîtrise du geste professionnel encore, connaissent pas encore l'ensemble des risques. Donc, il ne faut pas oublier que ces conditions de production-là, s'ils sont exigeantes, bien, ça fait en sorte qu'on place aussi les nouveaux dans des conditions d'apprentissage qui sont peut-être pas simples et pas très soutenantes là, pour une entrée en poste. Alors, ces 4 constats-là, comme je vous disais, on les a vus à peu près partout. À partir de ça, on a effectivement tenté de développer un outil d'autodiagnostic pour réfléchir un peu sur les conditions qui sont mises en place dans les entreprises pour soutenir ce processus d'accueil et d'intégration. Pourquoi on a pensé ça? Parce que tout simplement, dans l'ensemble des entreprises qu'on a visitées, on s'est rendu compte que plusieurs d'entre elles, justement, étaient dans un processus de réflexion par rapport à ce qu'ils avaient mis en place, se posaient des questions, comment je peux améliorer mes dispositifs? Donc, beaucoup d'engagement dans de l'amélioration continue par rapport à ce type d'implantation. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, finalement, profiter de cette énergie d'amélioration continue qu'on voit partout pour pouvoir développer un outil qui pourrait les guider dans cette réflexion-là. Donc, cette adaptation d'un outil d'autodiagnostic a été élaborée à la demande de Prévibois et a été financée par Prévibois et l'IRSST. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on est parti d'une étude principale qu'on avait réalisée au départ dans le secteur minier. Et on a finalement, pour adapter l'outil d'autodiagnostic qui avait été au départ développé pour le secteur minier, on est allé faire des visites d'usines et des rencontres, des entrevues avec des acteurs clés qui sont très actifs dans le processus d'accueil et d'intégration des nouveaux travailleurs. Donc, on parle ici des conseillers RH, des formateurs dûment reconnus, des conseillers en santé-sécurité, des superviseurs. Et Prévibois nous a organisé, en fait, des rencontres avec 2 entreprises de pâtes et papier, une entreprise de sciage et une entreprise qui fabriquait des lambris. Et à partir, donc, de ces entrevues-là, de ces visites d'usines-là, on a adapté l'outil initial qui avait été développé pour le secteur minier pour le secteur de la première transformation du bois. Alors, quel est l'objectif de cet outil-là? Premièrement, c'est de tenter de faire un bilan des conditions qui favorisent l'intégration sécuritaire des nouveaux travailleurs, puis à travers ce bilan-là, être capable ensuite de cibler des priorités d'action dans une perspective d'amélioration continue. Donc, ce qui est proposé à l'intérieur de l'outil, c'est une démarche, en fait, en 5 étapes. Puis c'est ces étapes-là qui caractérisent l'organisation de l'outil comme tel. Donc, dans un premier temps, ce qui est proposé, c'est de pouvoir former un petit comité qui
va faire l'exercice d'autodiagnostic. Donc, ce qu'on peut conseiller aux entreprises, évidemment, en fonction de la taille, vous devez réajuster là, ce qui est précisé dans l'outil, mais minimalement de mettre ensemble quelqu'un qui s'occupe de l'embauche et de la formation des nouveaux, donc souvent des personnes en ressources humaines, et quelqu'un sur le plancher, donc des opérations, un superviseur, et quelqu'un qui s'occupe en santé et sécurité pour pouvoir réaliser ce type de démarche d'autodiagnostic. Et ce qu'on a pu constater, c'est que dans une même entreprise, en fait, les dispositifs d'accueil et d'intégration, même s'ils s'appuient sur un programme généralisé, vont se vivre différemment d'un département à l'autre. Donc, ce qu'on vous suggère dans l'outil, c'est plutôt de choisir un secteur de l'usine où vous savez, par exemple, vous envisagez qu'il va y avoir des embauches plus importantes dans les prochaines semaines, les prochains mois, ou des secteurs où vous savez que l'apprentissage et l'intégration n'est pas facile parce qu'il y a un taux de roulement important dans le département. Donc, plutôt que de faire un exercice mur à mur sur l'usine, on vous propose plutôt de faire cet exercice-là par secteur priorisé en fonction de vos objectifs là, de développement de main-d'œuvre à venir. Ensuite, évidemment, il s'agit de préciser quels sont vos objectifs d'intégration. On disait tout à l'heure au début que souvent, on va focusser l'intégration sur cet aspect. Il faut former les nouveaux aux règles de sécurité, puis il faut qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire. On constate sur le terrain que les attentes formulées par les personnes à l'issue du processus d'intégration sont beaucoup plus vastes. Donc, on veut effectivement quelqu'un qui s'intègre dans l'équipe, qui est capable de comprendre la culture de l'entreprise. Donc, ça vaut la peine de se préciser en groupe quels sont ces objectifs d'intégration-là. Ensuite, le cœur de l'outil est constitué de ces 11 grilles, en fait, de collecte d'informations, 5 qui concernent vraiment le processus d'intégration lui-même et 6 autres qui concernent un peu plus quelles conditions offrons-nous aux acteurs clés de l'intégration, qui sont les formateurs, les superviseurs, les personnes en ressources humaines, etc. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc, quand on parle du processus d'intégration, bien, vous voyez le schéma qui était affiché sur le PowerPoint en bas. Ce qu'on a pu voir dans les usines, c'est qu'il y a une première étape qui est souvent l'accueil, familiarisation, qui se passe les premières heures où le nouveau arrive en poste. C'est souvent associé à une visite d'entreprise. On va aussi fournir beaucoup d'informations éventuellement pour que le jeune puisse comprendre dans quelle entreprise il rentre, les procédures, comment fonctionne le service de paye, etc. Donc, on lui fournit énormément d'informations. Cette période-là est plus ou moins courte en fonction des entreprises et de la grosseur de l'entreprise. Ensuite, on a observé plus ou moins dans presque toutes les usines, il y a souvent des petites formations théoriques techniques, que ce soit par capsule, que ce soit avec un formateur, où là, on va aller un petit peu plus loin sur c'est quoi les tâches, c'est quoi les règles de sécurité. Et peu après cette formation-là, on va amener les nouveaux sur les postes. Puis là, il y a une formation à la tâche qui, elle, va durer plus ou moins longtemps, qui peut durer quelques heures à plusieurs jours ou plusieurs semaines, tout dépendant des types de postes où les nouveaux se retrouvent. Et ensuite, il y a une autre période qui est la période où le nouveau a terminé sa période de formation accompagnée et va être affecté sur son poste qu'il va occuper pour les prochaines semaines, les prochains mois. Et dans cette transition-là, bien souvent, les superviseurs, les travailleurs autour vont venir beaucoup le supporter, l'aider là, dans ses questions et dans les situations qu'il n'aura pas pu maîtriser ou pu connaître dans la période de formation. Ce qu'on a pu constater dans les usines de transformation du bois, c'est un défi important où il y a énormément de mobilité interne, donc les gens vont bouger rapidement d'un poste à l'autre dans les usines, ce qui est quand même un défi pour plusieurs d'entre vous de pouvoir accompagner cette mobilité-là à l'interne, puisqu'on sait, comme je vous avais dit au début, que quand les gens changent d'emploi, même s'ils sont dans la même usine, on les remet dans une situation un petit peu plus à risque de lésions professionnelles, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas l'environnement, les procédures, les tâches et les équipes avec lesquelles ils vont travailler. Donc, c'est un défi supplémentaire quand on a à réfléchir au dispositif d'accueil et d'intégration, quand on a à gérer aussi une importante mobilité interne dans nos entreprises. Donc, chacune des fiches sont organisées d'à peu près de la même façon. Vous avez en haut complètement le numéro 1, en fait, l'étape à laquelle on fait référence. Donc, ici, c'est l'exemple de l'accueil. Dans le deuxième, on a essayé de résumer ce qu'on a pu observer de ce qui se faisait dans les entreprises qu'on a rencontrées, qu'on a visitées.
lors de l'adaptation de l'outil. Le 3 nous permet d'établir un constat. Par exemple, si on prend pour la période d'accueil, ce que je vous expliquais, c'est que c'est une période plus ou moins courte où on fournit énormément d'informations nouveaux, beaucoup de choses sur les procédures, beaucoup de choses à lire souvent. Et là, ce qu'on constate, c'est que plusieurs personnes se posent la question, mais est-ce qu'on n'en demande pas trop en termes d'assimilation pour les nouveaux, si en 2 heures, on lui fait lire 4 procédures, il faut qu'ils comprennent nos règles de sécurité. Alors, les gens se questionnent beaucoup sur est-ce que c'est pas trop dense comme information, ce qu'on transmet très rapidement au début de l'accueil. Est-ce qu'on ne devrait pas finalement essayer d'étaler un peu le type d'information qu'on transmet aux nouveaux de façon plus étendue pendant sa formation. Donc, il y a beaucoup de questions sur cette phase-là qui concerne est-ce qu'on met en place des bonnes conditions pour que les gens puissent retenir tout ce qu'on veut leur dire très rapidement au moment de l'accueil. Ensuite, on a une section dans la fiche où là, on pose un certain nombre de questions où vous répondez à chacune de ces questions, jamais, quelquefois ou presque toujours. Par exemple, si je prends la première question qui apparaît sur la liste, on parle ici pour faciliter l'appropriation de l'information transmise à l'accueil. Une visite de l'usine est organisée dès l'arrivée du travailleur. Ce qu'on a pu constater, c'est effectivement, dans certains cas, l'accueil, l'intégration va se faire dans un bureau. On va transférer plein d'informations aux nouveaux qui n'ont même pas connaissance de ce qui se passe dans l'usine. D'autres entreprises qui, justement, vont faire une visite rapide des installations avant de commencer à transmettre aux nouveaux un certain nombre d'informations. Et les entrevues qu'on a faites avec les nouveaux travailleurs à ce niveau-là nous disaient que c'était beaucoup plus facilitant pour eux de pouvoir faire le lien entre ce qu'on leur parlait et ce qu'ils avaient vu sur la visite. Donc, c'est des exemples comme ça et vous pouvez cocher rapidement par rapport à ce que vous réalisez sur le terrain pour remplir la fiche concernant l'accueil. Chacune de vos réponses sont ensuite compilées automatiquement dans le bas de la feuille, puis ça vous donne une cote et ça vous permet ensuite en bas de pouvoir faire une synthèse en disant oui, c'est vrai, on pourrait peut-être, il y a certaines activités dont on pourrait peut-être penser faire dans cette phase-là qu'on ne fait pas. Donc, ça commence déjà à vous permettre de bâtir comme un plan d'action un peu pour la suite. Alors, autre fiche semblable, vous voyez, celle-ci porte sur la formation à la tâche. Donc, on a un défi ici au niveau de la formation à la tâche qui vise à développer des repères pour réaliser le travail, être capable de maîtriser aussi les tâches qu'il a à faire, puis d'être capable de faire face à la complexité du travail. Donc, éventuellement, on a encore, de la même façon, une série de questions qui permet de vous poser la question, est-ce qu'on met en place des conditions qui favorisent l'apprentissage dans nos nouveaux? Est-ce qu'ils sont dans des conditions d'apprentissage soutenantes pour faciliter leur intégration ou pas? Et ce qu'on a pu constater, entre autres, sur le terrain, c'est qu'on est très centré sur qu'est-ce que les nouveaux ont à faire, donc les tâches qu'ils ont à faire, mais on parle beaucoup moins de situations critiques, de situations de dysfonctionnement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à faire pour résoudre certains problèmes quotidiens qu'on va croiser sur les lignes de production et surtout dans certains métiers où on a besoin beaucoup d'utiliser des repères visuels, tactiles, auditifs pour être capable de faire des diagnostics pour éviter, par exemple, sur une machine à papier que le papier casse. Bien ça, ces repères-là sont rarement mis en mots et c'est très difficile à maîtriser pour les nouveaux. Donc, on vous pose certaines questions à ce niveau-là, dans cette fiche-là, qui vous permet de voir bien, comment ça se passe dans notre formation à la tâche, dans notre usine. Ça, c'est la section qui porte sur les 5 étapes du processus d'intégration comme tel qu'on a pu voir dans à peu près toutes les entreprises qu'on a rencontrées. Il y a une autre section qui s'intéresse maintenant plus aux principaux acteurs de l'intégration, donc que sont les formateurs. Dans l'outil, on parle de compagnons. C'est simplement pour simplifier, en fait, donner une nomination à tous les travailleurs sur les postes de travail qui ont plus ou moins d'expérience, qui vont contribuer à la formation et à l'intégration du nouveau. Donc, on appelait ça les compagnons. Vous n'avez nécessairement pas ce titre-là dans vos usines, mais dès qu'on réfère à un travail expérimenté qui va donner un coup de main au nouveau, c'est d'eux dont on parle ici. Les superviseurs, puis évidemment, là, l'ensemble d'équipes de travail. Les fiches sont organisées de la même façon, mais cette fois-ci, on essaie de voir pour chacun de ces acteurs-là
Est-ce que finalement, cet acteur peut compter sur les ressources qu'il a besoin pour remplir son rôle justement comme acteur clé de l'intégration? Est-ce qu'on lui a fourni une formation plus ou moins conséquente par rapport à son rôle? Est-ce que la plupart du temps, sont en partie libérés de d'autres obligations pour rencontrer ce rôle-là de formateur ou d'acteur clé de l'intégration? Dans certains milieux où on va, par exemple, intégrer des nouveaux dans des équipes qui sont payées en bonus d'équipe, est-ce que les gens ne sont pas pénalisés quand un nouveau arrive puis ralentit tout le monde? Parce que c'est des conditions qu'on a pu voir qui ne sont pas très propices, en fait, à la transmission puis à l'échange des savoir-faire de métier, si effectivement le salaire des personnes qui doivent former les nouveaux sont hypothéqués par le temps qu'ils passent à montrer qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ça, c'est vraiment des conditions qui sont difficiles là, en termes d'intégration. Puis, est-ce qu'on reconnaît le travail de ces gens-là? Même s'ils n'ont pas un statut formel, est-ce qu'on reconnaît l'apport qu'ils ont dans le processus d'accueil et d'intégration? Donc, ça, je ne rentrerai pas non plus dans l'ensemble des fiches. Donc, il y a une série de questions qui s'intéressent. Quelles conditions mettons en place pour pouvoir soutenir ces personnes-là dans le processus? Enfin, à la fin de l'outil, les réponses que vous allez avoir répondues à chacune des 11 grilles sont, si vous le faites en utilisant l'outil sur ordinateur, vont se compiler automatiquement dans la fiche, dans la 4e section de l'outil. Et à partir de cette compilation-là, on vous propose effectivement de développer, en fait, un plan d'action qui vise des pistes d'amélioration de votre processus d'accueil et d'intégration. Donc, en faisant un retour sur vos objectifs, on va se poser, par exemple, la question, ce qui est prévu dans le dispositif d'intégration correspond-il à ce qu'il se fait réellement? Donc, dans des unes, on a vu, il y a des très beaux dispositifs sur papier qui sont mis en place, mais concrètement, sur le terrain, pour toutes sortes de raisons, la mise en œuvre, elle, est plus difficile. Ensuite, est-ce que les pratiques d'intégration mises en place sont-elles en phase avec les valeurs de l'entreprise? Dans quelle mesure les moyens en place permettent-ils d'atteindre vos objectifs d'intégration? Et quelles sont les pratiques qui devraient être priorisées pour améliorer ce dispositif-là? Grosso modo, cet exercice, avec l'expérience qu'on a dans un autre secteur, ça peut prendre moins d'1 heure à faire. Donc, ça peut être aussi une activité qui est réalisée éventuellement par le comité de santé et sécurité, qui veut dresser un peu un portrait de ce qui se passe là, sur la question de l'accueil et de l'intégration dans une section de son usine. Donc, vous avez reçu, si vous êtes en ligne aujourd'hui, vous avez reçu donc un courriel là, de l'IRSST vous invitant à aller télécharger l'outil en question. J'ai remis ici l'adresse sur le PowerPoint, puis je voudrais vraiment remercier 3 entreprises qui ont vraiment contribué à nous aider dans l'adaptation de cet outil-là. Donc, Maybec, Glycine Canada et White Birch Paper, qui ont gentiment ouvert les portes de leur usine et ils nous ont offert du temps de visite, d'entretien. Puis sans eux, on n'aurait pas été capable de faire cet exercice-là. Alors, merci beaucoup.